Jonas Yen est notre invité du jour. Il est le directeur des programmes de l'organisation non gouvernementale ORCAD. Avec lui, nous parlons aujourd'hui du Burkina face aux défis de la réorganisation du secteur minier. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement l'importance du secteur minier pour notre pays, le Burkina? Oui, je pense que l'importance d'un secteur comme le secteur de l'or n'est pas à démontrer. Que ce soit l'or, que ce soit les carrières, ce sont des substances très importantes. Si vous voyez que les multinationales se bousculent et même combattent les États, c'est que ça a une importance. Nous l'avons indiqué tout récemment. En prenant les différentes ressources minières qu'on retrouve dans un pays, et quand vous prenez ces ressources-là une en une ou de façon combinée, vous vous rendez compte qu'en fait, l'existence de l'être humain même dépend de ces ressources naturelles. Vous avez un ordinateur devant vous. C'est à partir de ça qu'on a fabriqué. Nous portons des verres, nous portons des montres, nous avons des voitures, nous avons des batteries, nous avons des avions, nous avons le kérosène pour avions, nous avons des chars de combat, nous avons de l'armement militaire. Pratiquement tout ce que nous utilisons. L'électricité, le câblage, l'uranium, les ustensiles de cuisine. Il n'y a rien qui est fabriqué sans utiliser ces matières premières-là. Selon leurs composantes, selon la combinaison également que l'on fait. Donc, c'est vous dire que non seulement c'est une richesse pour un pays, mais ça a en même temps quelque chose qui constitue un grand enjeu au plan politique, au plan économique, au plan social. Donc, c'est notre existence même. Donc, c'est pour vous dire que quand on dit ressources minières, ressources minérales, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et vous comprendrez pourquoi la géopolitique a un œil très regardant sur ces ressources naturelles-là dans nos différents pays. Justement, puisque vous parlez de géopolitique, lorsqu'on est conscient de cette réalité, de l'importance des ressources minières pour chaque pays, pour le Burkina, et lorsqu'on regarde des propos d'un général américain comme Langley, on est à mesure de se poser la question, quel peut être l'impact de tels propos? Est-ce que cela peut toucher à l'importance que l'opinion internationale donne aux ressources minières du Burkina? Non, la mobilisation d'hier même à travers le monde vient remettre même en cause les propos de ce général-là. Je pense que s'il est sincère avec lui-même, il doit commencer à se remettre en cause. Parce que non seulement ce qu'il a dit est faux, mais aussi relève de l'ingérence dans un pays. Dans des affaires internes d'un pays. Dans des affaires internes d'un pays. Il parle aussi certainement d'un secteur qu'il ne connaît pas. Et peut-être du Burkina qui ne connaît pas. Mais je pense qu'il ne faut pas penser que ces propos peuvent avoir un impact de quelque manière que ce soit sur notre secteur minier. Je ne vois pas. Non. Est-ce que l'on pourrait dire aujourd'hui que le Burkina est sur la voie d'une meilleure maîtrise de la gestion de ces ressources minières comparativement à ce qui se faisait sous d'autres cieux toujours au Burkina? Oui, on peut le dire. On peut le dire à partir des nombreuses réformes que nous avons aujourd'hui au Burkina Faso sur le secteur minier, ce qui participe de la volonté du gouvernement de s'approprier notre secteur minier. Alors, ces réformes-là, effectivement, c'est dit, nous avons des recherches très importantes qui, pendant longtemps, étaient entre les mains des multinationales. Il est temps qu'au niveau interne, on travaille petit à petit à s'occuper nous-mêmes de nos affaires minières.
Et c'est dans cette dynamique-là que nous sommes et qu'il faut beaucoup saluer. Parce que pour qui connaît le secteur, si vous lisez de façon attentive le code minier de 2024, vous lisez également l'autre loi qu'on appelle la loi sur le contenu local, et vous les analysez de façon approfondie à partir de vos connaissances du secteur, vous allez vous rendre compte que par rapport au passé, c'est une avancée très significative. C'est une vision qui a été tracée. Ce sont des actions concrètes qui sont en train d'être construites pour faire en sorte que le secteur minier soit progressivement entre les mains des nationaux. En le disant, on ne dit pas qu'on va mettre dehors à 100% les investisseurs qui sont là. C'est ce qui peut être pensé par beaucoup lorsqu'on dit qu'ils vont exploiter nous-mêmes. En fait, si ce n'est pas parce que nous, on s'est laissé trop faire, si vous étiez bien organisé, vous avez des recherches naturelles pareilles, vous aurez dû dès le départ vous construire des compétences internes. Et que les grands actionnaires de ces grandes sociétés-là soient d'abord des nationaux. Les étrangers viennent après. Mais quand vous avez un pays où c'est les étrangers qui contrôlent tout, vous ne pouvez pas vous prévaloir de quoi que ce soit, non seulement en termes de maîtrise, mais en termes d'économie pour votre pays. C'est cette tendance-là qu'on cherche à inverser. De sorte que les grands décideurs, les grands actionnaires deviennent plus tard les nationaux. Et que les autres actionnaires sont les autres partenaires qui sont avec nous, qui font confiance à notre pays et qui viennent également pour investir dans notre pays. Est-ce que d'une certaine manière, l'autorité n'a pas elle-même contribué à faire croire que ce sont les compétences qui manquaient au Burkina lorsqu'on pense à un événement comme celui dramatique qui est arrivé à Perquois, où on a dû faire appel à l'extérieur parce qu'on n'arrivait pas à avoir non seulement le mécanisme, on disait officiellement aussi qu'on n'avait pas la compétence ni les moyens de pouvoir extraire et de pouvoir aller chercher. Lorsqu'on entend ce discours, est-ce qu'on ne peut pas donner raison à celui qui pense qu'au Burkina non, à un moment donné, c'était pas faux. À un moment donné, c'était pas faux. Vous savez, l'expertise dans le domaine minier, c'est pointu. C'est très, très, très pointu dans les différents segments de la chaîne de valeur de l'exploitation minière. Si vous prenez quelqu'un, je ne sais pas, un fiscaliste, je ne sais pas, qui sort major d'une école de formation comme l'ENAREF et je ne sais pas quoi d'autre, avec ses connaissances de droit commun, vous ne pouvez pas lui demander d'être pointu dans la fiscalité minière. C'est une spécialisation à part. C'est la même chose pour les questions environnementales et bien d'autres domaines. Donc, ça demande de la compétence pointue. Et pendant longtemps, effectivement, on n'en a pas formé. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce discours ne tient plus. Nous avons quand même une masse critique en la matière aujourd'hui qui nous permet de dire qu'on peut créer des conditions nécessaires pour y aller. Et quand nous le disons aujourd'hui, il faut voir ces compétences-là qui sont au niveau interne et les Burkinabés aussi qui sont à l'étranger et qui travaillent dans des grandes sociétés minières hors du pays. Si nous sommes très bien organisés et qu'on veut prendre en main notre secteur, tous ces compatriotes qui sont à l'étranger comptent. Ça dépend maintenant des types de partenariats qu'on va établir avec eux pour qu'ils puissent revenir à la maison et prendre en charge le secteur. Donc, à un moment donné, ce n'est pas que des autorités l'affirmaient comme ça, mais il n'y avait pas effectivement ces compétences-là. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que même si ce n'est pas très suffisant, il y a de quoi quand même qui permettent de commencer. Aussi bien dans l'administration publique que ceux qui sont dans le privé, qui ont des bureaux d'études dans la matière et qui peuvent bel et bien contribuer d'une façon ou d'une autre. De la même manière, du côté du secteur privé, les choses sont en train de prendre qui permettra à des privés
des richards, des grandes sociétés, de pouvoir commencer à s'intéresser au secteur minier. Et si vous faites bien des recherches, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, il y a des sessions des mines qui sont reprises par des Burkinabés. Donc, et c'est cette dynamique-là, d'ailleurs, que nous sommes en train de promouvoir et qui est en train de prendre petit à petit. Et je pense qu'à long terme, on tiendra un autre discours en matière d'appropriation de notre secteur minier. Parlant toujours de compétences au niveau national, vous me permettez d'aborder un autre aspect qui n'est peut-être plus d'actualité, mais qui constitue aussi à une certaine époque une réalité. Lorsqu'une mine s'installait, un quota était réservé à la communauté, aux fils, aux jeunes de la localité. Est-ce que la plupart du temps, on essaie de privilégier la compétence réelle parce que c'est des choses qui se faisaient lorsqu'on disait dans telle ou telle localité, le fils du chef, 5 ou 10 fils du chef doivent s'y retrouver, au détriment peut-être d'une compétence qu'on a d'un autre Burkinabé qui est peut-être dans une autre ville. Est-ce qu'aujourd'hui les choses ont changé? Est-ce que tout ceci aussi n'a pas contribué à faire en sorte qu'on priorise la compétence internationale? Ce quota-là n'était pas officiel en fait. Mais c'était une réalité. Ce n'était pas officiel dans ce sens que ce n'était pas des textes établis par l'État burkinabé qui disaient si vous vous installez, donnez tel ou tel quota en termes de main-d'œuvre, par exemple, à la communauté locale qui est là et autres. Ce sont les sociétés minières elles-mêmes, de par leurs pratiques et dans le souci vraiment de créer un climat de sérénité sur leur site d'exploitation, qui instaurait ce genre de pratiques qui sont différentes d'ailleurs d'un site minier à un autre. Maintenant, aujourd'hui, avec le contenu local, il y a effectivement des décrets qui sont établis en termes de biens et services et qui établissent un certain taux. Selon les... Non, je ne peux pas vous dire ça sans avoir le document. En fait, c'est en termes de poste de travail. Okay. C'est-à-dire, tel poste de travail, si vous voulez recruter, voici un taux qu'il faut réserver. Je ne sais pas, si vous voulez un menuisier, un maçon, un transporteur de minerais et autres. Il y a toute une nomenclature de postes qui a été établie et qui fixe un quota qu'il faut réserver aux nationaux. Alors, cela veut dire effectivement que à compétences égales, les nationaux sont privilégiés. Si vous voulez recruter ces postes-là, à ces postes-là, alors, vous regardez les compétences au niveau externe et au niveau interne. Si c'est les mêmes compétences, le taux qui est fixé revient automatiquement aux nationaux. Même s'il faut les mettre à compétition, ce taux-là doit être appliqué pour les nationaux méritants. Donc aujourd'hui, quand même, c'est aussi une avancée parce qu'on peut dire maintenant qu'il y a des textes officiels en termes de promotion du contenu local dans ce sens-là, en termes de biens et services, y compris les questions d'emploi. On parle des défis de la réorganisation du secteur minier au Burkina. Quels sont les défis au plan sécuritaire pour la sécurisation de nos sites miniers, selon vous, aujourd'hui? Oui, la question sécuritaire fait partie de toutes ces réformes dont nous sommes en train de parler. Alors, vous voyez le nouveau code minier qui vient d'être adopté a nommément, j'allais dire, cité ou créé une structure qui existait déjà et dont les compétences ont été renforcées à travers le nouveau code minier, l'Office national de sécurisation des sites miniers, connu sous l'acronyme ONASIM. Alors, c'est cette structure-là qui est aujourd'hui la structure officielle reconnue par la loi qui va s'occuper des questions de sécurisation des sites miniers, aussi bien les sites d'exploitation artisanale que les mines industrielles. Et compte tenu du fait que c'est des questions de sécurisation, il y a toute une stratégie, tout un mécanisme qui est prévu au niveau de l'ONASIM qui doit pouvoir développer pour pouvoir prendre en compte un certain nombre de paramètres afin d'assurer une sécurisation optimale
de ces sites miniers-là. Est-ce que lorsqu'on parle de sécurisation de ces sites miniers, on prend aussi en compte la sécurisation liée à ce qu'on a observé à une certaine époque entre hostilités, d'une part entre sociétés industrielles et aussi sociétés d'orpaillage? Oui, d'une certaine façon, on peut intégrer ça sur les questions de sécurité. Parce que le secteur minier, c'est un patrimoine. Tout à fait. Les projets miniers industriels, il faut prendre ça aussi comme étant des projets de l'État burkinabé, parce que nous avons les parts dans les actions. Alors si ces projets-là sont compromis, ça veut dire que nous, en termes de mobilisation des ressources, il y a un problème. Donc l'État a l'obligation de travailler à protéger ces mines-là. Aussi bien pour la sécurité physique des travailleurs, que ce soit artisanaux ou pas, que du point de vue de sécurisation du matériel. Maintenant, s'il y a des situations conflictuelles entre les mines industrielles et les artisans miniers, cela relève également de la responsabilité de l'État de créer les conditions pour que la cohabitation entre ces deux partenaires-là, ces deux entités-là, soit beaucoup plus sereine. Du point de vue de réforme, c'est une dimension qui a été développée dans le code minier. Et du point de vue de la mission aussi confiée à l'ONACIM, ce sont des paramètres qu'ils prennent en compte en termes de sensibilisation et d'implication aussi de ces acteurs-là, afin de faciliter ce travail de sécurisation de tout le monde d'ailleurs. Est-ce que, en tant que professionnel du domaine, vous êtes optimiste sur la question quand on regarde aussi les données qu'on a pu avoir dans une localité comme Houndé, entre Guéguerre, de par les orpailleurs et aussi les artisans miniers au plan industriel? Je pense que ce problème est réglé actuellement. La question qui se posait entre les orpailleurs et puis la mine industrielle, je pense dans la zone de Kari, je pense qu'il y a une solution qui a été trouvée et ces orpailleurs-là ont dû libérer les lieux. Donc ça, c'est déjà une avancée qu'il faut saluer. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de la part réservée aux entreprises étrangères et également de la part réservée à l'État? En termes d'exploitation aujourd'hui, est-ce qu'on a des données qui nous permettent de savoir, voici peut-être un pourcentage où l'État a le contrôle de ressources minières, de sites miniers, et voici une part que l'on attribue à des étrangers? Je ne comprends pas bien le sens de la question. C'est pour dire, aujourd'hui, nous avons des sociétés minières qui ne relèvent pas du Burkina, qui exploitent des sites miniers. Est-ce que sur l'ensemble du territoire, on a une idée de quelle est la part qu'on attribue aux entreprises étrangères et quelle est la part où des nationaux ont repris? Bon, je fais peut-être l'effort de comprendre ce que vous voulez dire, mais ce que je peux donner comme réponse... Puisqu'en début d'émission, vous avez dit que de plus en plus des Burkinabés s'intéressent justement à l'exploitation de nos ressources minières. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que voici les Burkinabés qui occupent 55% en termes d'exploitation de nos ressources et voici peut-être une quarantaine de pourcentages? Non, peut-être qu'à un moment donné, on pourrait effectivement dire qu'au Burkina Faso, les mines industrielles sont détenues à tel pourcentage, mais pour le moment par les nationaux. Mais ce ne sont pas des dispositions fixées par les textes qui disent que dans le domaine de l'exploitation industrielle, il y a par exemple 60% des projets miniers qui doivent être détenus par les nationaux et puis 40% par les expatriés ou par les étrangers. Par contre, ce qui est prescrit dans la loi, c'est par exemple les questions de l'exploitation semi-mécanisée. D'accord. Ça, c'est exclusivement réservé à des nationaux, sauf décision contraire, peut-être basée sur des questions de réciprocité entre les États. Donc, en termes de type d'exploitation, à ce niveau d'exploitation de semi-mécanisés, oui, il y a des dispositions expresses qui réservent ça pour les nationaux. Mais pour les mines industrielles,
Il n'y a pas un pourcentage qui dit que non, les étrangers, les investisseurs étrangers, par exemple, ne doivent pas dépasser tel taux de détention de projets miniers industriels. Mais le souhait, effectivement, c'est de dire à un moment donné, les grands projets miniers au Burkina sont détenus en grande partie par les nationaux. Mais cela dépendra de l'intérêt que les investisseurs burkinabés auront vraiment à aller vers l'occupation de ces secteurs-là. Dans le Code minier 2024, quelles ont été les grandes orientations des autorités pour permettre une meilleure gestion de nos ressources minières? Oui, en réalité, ce sont ces grandes réformes-là, si vous voulez, ces grandes orientations, ces grandes dispositions qui fâchent aujourd'hui au niveau de certaines puissances et qui pensent qu'en passant par des manipulations, ils peuvent changer quelque chose. Donc on pourrait dire que les propos du général américain, c'est lié justement à ces changements-là. Oui, mais ce qui est sûr, c'est lié à ça. C'est lié à ça. Mais en réalité, comme je l'ai dit au départ, là, il y a la question de géopolitique. Si vous poussez très bien au fond l'idée profonde du général, c'est une façon de manifester sa frustration sur le partenariat entre le Burkina Faso et la Russie. Les Américains sont convaincus que le président du Faso est sécurisé par des Russes. Et que ces Russes-là sont payés par le trésor public burkinabé. Et que pour qu'on puisse trouver de l'argent pour payer ces gardiens russes, si on peut les appeler comme ça, c'est que c'est de l'argent de l'or qu'on utilise pour pouvoir les payer. Et donc pour sécuriser le Burkina Faso. Voici en fait le fond de son idée. Bon, je ne sais pas avec qui il a discuté, qui est burkinabé, qui connaît les réalités du terrain, qui connaît comment fonctionne notre secteur minier, qui connaît le niveau de sécurisation au niveau de la présidence du Faso pour affirmer des choses comme ça. Donc en le disant, c'est pour dire que notre secteur minier est orienté russe, peut-être chinois et autres. Ce qui relève la souveraineté de chaque pays. Même si c'était le cas, son problème il est où? C'est quel Burkinabé qui est venu se plaindre auprès de lui, qui n'est pas d'accord avec cette façon de faire. C'est en cela que c'est de l'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Si c'était le cas et que les Burkinabés sont d'accord avec ça, qu'il s'occupe de ses oignons là-bas et qu'il lave sa figure et aller prendre son petit, je ne sais pas quoi il mange le matin, et puis nous laisser gérer nos affaires. Donc, en fait, c'est vraiment ça l'idée. Donc, c'est cette géopolitique-là qui permet de s'égarer par moments dans ce genre de manipulation. Et dans les orientations au niveau du code minier, voilà, qu'est-ce qui fâche également? Ce qui fâche là, c'est le fait de dire que désormais, on ne va plus continuer à promouvoir ce qu'on peut appeler une exploitation-exportation. C'est-à-dire, on produit, on exporte de façon brute. Non, on va transformer désormais au plan national. C'est pour cela que la raffinerie est en train d'être mise en place. Mais vous imaginez ce que ça pose comme manque à gagner en termes d'intérêt de ces puissances-là. Non seulement ça joue sur leur économie, mais ça joue également sur la collecte même d'or, sur lesquels ils se basent aujourd'hui pour dominer le monde. Donc la question de la transformation est une question qui fâche. Ça, c'est extrêmement important. Le fait même que nous disons désormais que nous aussi, nous devons travailler à constituer une réserve nationale d'or et à créer une structure comme la Société nationale des substances précieuses, SONASPE,
Tout ça, ça veut dire quoi? Le Burkina Faso veut travailler petit à petit à retenir le maximum de son or à la maison. Alors que de par le passé, l'or sortait et allait renforcer les pouvoirs des autres. Pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir monétaire et bien d'autres. Donc, c'est comme si nous nous sommes dit que nous sommes devenus des grands garçons maintenant. Nous sommes devenus forts. Nous avons des richesses qui permettent aux autres d'être forts. Nous en avons pris conscience et nous aussi, on va travailler à monter pour être au même niveau que les autres. Et ça fâche. Parce que l'impérialisme souhaite que vous soyez toujours en bas. On vient prendre chez vous, on va transformer là-bas, on donne de l'emploi aux jeunes de là-bas, on fait tourner l'économie de là-bas, et c'est ce même argent-là qu'on vous ramène pour vous endetter, pour endetter vos jeunes, pour faire semblant de vous accompagner dans ce qu'ils appellent le développement. Et ces aides improductives-là, qui nous ont accompagnés pendant longtemps, nous disons que il faut que ça s'arrête. Il y a aussi le fait que maintenant la loi dit, bon, une société minière qui s'installe avec son capital à 100%, ce n'est plus possible. Il faut forcément qu'il y ait l'ouverture, que les nationaux puissent rentrer. Non seulement l'État a augmenté sa part dans le capital des sociétés minières, qui va de 10 maintenant à 15%. En plus de ça, on dit il faut ouvrir, on va prendre aussi pour les nationaux. On sait très bien qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais si ce n'est pas parce que nous aussi, dans ces pays dits faibles, on s'est laissé trop faire pendant longtemps, vous pensez que vous pouvez aller dans un pays asiatique comme la Chine et autres, vous êtes des étrangers, des grandes multinationales, vous venez vous installer dans le pays et c'est vous seul qui êtes des grands patrons à l'intérieur. Non, du point de vue sécurisation même de l'État, ce n'est pas admissible. Vous ne pouvez pas tous être des étrangers dans une boîte multinationale, dans un pays assis comme ça. Il faut qu'il y ait aussi des nationaux à l'intérieur. Mais comme de par le passé, on se plaisait dans ces choses-là, aujourd'hui nous disons non, il faut que ça change. Et ça ne plaît pas. En même temps que ça ne plaît pas, ça dérange aussi les intérêts des multinationales. La question de charbon fin qui a défrayé la chronique. Alors là aussi, on dit, bon, il n'est plus question d'exporter tout ce qui peut s'apparenter à des résidus miniers. Nous allons les traiter sur place. Vous avez vu ce qu'on a fait sortir déjà en termes de teneur, alors qu'on a traité que le tiers. Vous avez vu ce qu'on a eu? Ça aurait dû nous échapper. Mais ils souhaitent que des choses comme ça continuent à nous échapper, à aller les enrichir. Alors donc ça c'est quelques exemples. Donc quand vous prenez aujourd'hui vraiment le code minier, c'est vraiment un code minier de souveraineté. Révolutionnaire. Beaucoup de choses qu'on n'imaginait pas un jour qu'on allait appliquer ça dans le secteur minier, qui dérange les intérêts des impérialistes. Donc vous pouvez aisément comprendre que cette façon de faire dans un monde où l'Afrique était reconnue comme un continent qui se soumet à tout et qui doit même se soumettre à tout, parce que le monde a été partagé à un moment donné et appartient à des entités dites puissances, et que ces puissances-là n'arrivent plus à vous contrôler, et que vous vous permettez même de leur tenir tête au point de les empêcher d'utiliser vos propres ressources comme ils souhaitent et comme ils l'ont toujours fait. Vous comprenez que vous ne pouvez pas avoir la paix aussi facile. Mais il nous appartient maintenant de dire que nous savons ce que nous voulons,
Nous savons où nous voulons aller et que nous devons tenir bon. Alors justement, Jonas Yen, 1 minute de temps d'antenne, le temps passe vite. Plus on vous écoute, plus il est clairement question de souveraineté minière. À présent, on a une autorité qui visiblement s'assume sur la question afin de protéger les intérêts du pays. Quelle doit être la part contributive des Burkinabés pour défendre la souveraineté minière du pays? C'est ce qui s'est passé hier. La part contributive là, c'est ce qui s'est passé hier, non seulement au Burkina et à travers le monde. Parce qu'il y a un général qui s'assoit là-bas qui ne comprend rien, qui dit oui, l'or du Burkina Faso ne profite pas aux Burkinabés. Les Burkinabés se sont soulevés pour dire mais tu détiens ça de qui? D'où? Mais tu mens. Tu mens. Et pour te prouver que tu mens, on va se soulever. Et les gens se sont mobilisés. Et cette souveraineté dans le secteur minier là, ça doit se poursuivre. Et la mobilisation que nous avons vue hier, ça doit rester intact. Intact. Notre survie aujourd'hui là, si on veut rester dans cette souveraineté là, le secteur des mines là est extrêmement important. C'est vrai, il y a d'autres paramètres qui vont entrer en ligne de compte, mais si nous voulons aller vers une monnaie AES, nous avons intérêt à rester mobilisés chaque jour dans l'espace AES, que ce soit au Burkina ou dans les autres pays frères, Niger, Mali, pour faire la même chose. Tout ce qui va toucher à ces ressources minières-là, que l'on soit toujours debout. C'est comme ça qu'on peut arriver à mettre en place notre monnaie qui va nous sauver et pouvoir faire en sorte que cette monnaie-là puisse tenir. Donc cette contribution est très importante. Merci Jonas Yen pour ces clés de lecture. Merci pour ces différentes explications. Je rappelle que vous êtes le directeur des programmes de l'ONG Orcad. Grandement merci à vous. Merci beaucoup. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders True TV et Watt FM, tout en vous souhaitant une bonne fête du travail. Eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.